Depuis 5 ans maintenant, il dirige l'un des plus importants établissements sanitaires du pays, le centre hospitalier et universitaire d'Abidjan-Cocody. Âgé de 50 ans, Dioussoufou Meïté, dans sa gestion, doit faire face à des scandales qui ont éclaboussé l'institution sanitaire de niveau 3. Le plus illustre, les affaires Awa Fadiga, la sœur du fondateur de la plateforme Police Secours, et la plus récente, vous vous en souvenez certainement, le décès de jumeaux à la maternité. Des dossiers brûlants qui ont créé l'émoi et l'indignation. Que s'est-il passé? Pourquoi le CHU de Cocody est-il au centre de tous ces scandales? Pourquoi l'accueil est-il si décrié dans cet établissement sanitaire? Le personnel médical est-il exempt de reproches? Quels sont les acquis et les problèmes que rencontre le CHU de Cocody? Autant de questions que je poserai à Dr Dioussoufou Meïté, directeur général du CHU de Cocody. Dioussoufou Meïté, bonsoir. Bonsoir, Ali Diarasouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Centre hospitalier et universitaire d'Abidjan-Cocody, établissement de niveau 3 de la pyramide sanitaire ivoirienne. À sa tête, depuis le 18 août 2015, ce docteur d'État en médecine et administrateur des services financiers, Dioussoufou Meïté. Né le 17 janvier 1971, le diplômé exécutif Doctorate in Business Administration, spécialité administration des organisations de Business Science Institute du Luxembourg, est issu de la première vague des bénéficiaires de la lutte syndicale pour la médicalisation des postes de direction dans les hôpitaux publics. Une des causes, portée par le bureau exécutif du SINACASI, syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, avant que le combat porte ses premiers fruits, le titulaire MDE Business School de l'École nationale d'administration publique du Québec se forme au management des hôpitaux. Il intègre alors, en 2004, l'ENA, École nationale d'administration d'Abidjan. 2 ans plus tard, il s'offre le diplôme du cycle supérieur en administration des services financiers, option santé, et le DESS Management des institutions sanitaires. Ses parchemins en poche, il est appelé en novembre 2007 à faire valoir ses compétences au centre hospitalier régional de Gagnoa. Résultat majeur de son management, la hausse du budget des ressources propres de 104,8%. Puis, 1 mois à peine après son inauguration, c'est l'hôpital général de Gagnoa qui l'accueille. Une formation sanitaire qu'il quitte le 17 août 2015 suite à son admission à l'appel à candidature pour diriger le CHU de Cocody. Une nouvelle destination pour de nouveaux challenges qui ne font pas peur à cet homme de défi. Bosseur acharné, il engage de grands chantiers, dont plusieurs en cours, pour changer le visage de son établissement sanitaire. Sur sa route, des acquis dont des unités de production d'oxygène qui rendent son CHU autonome en la matière, mais aussi des scandales qui éclaboussent l'institution sanitaire. Les plus connus, les affaires Awa Fadiga, la sœur du fondateur de la plateforme Police Secours, et la plus récente, le décès de jumeaux à la maternité. Des dossiers brûlants qui affolent la toile. En face, un directeur général aux verbes rares. C'est ce manager que l'équipe de Sans Réserve reçoit sur son plateau, espérant lever des réserves du secret médical pour découvrir véritablement le CHU de Cocody, un établissement sanitaire plus connu pour ses scandales que ses performances. Docteur Dioussoufou Meïté, la Côte d'Ivoire s'est réveillée sous le choc quand il y a eu cette affaire de jumeaux décédés à la maternité au CHU de Cocody. On a longuement, abondamment entendu la version du père de ces enfants, M. Moreau. Nous avons la chance de vous avoir ce soir. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là au CHU de Cocody? Merci, M. Ali Diarasouba. Nous avons tous découvert la vidéo. Nous avons été choqués par les propos de M. Moreau. Et je voudrais ici, encore une fois de plus, compatir à sa douleur. Parce que ce qui est vrai, c'est que M. Moreau est venu dans l'attente d'un service. Il attendait d'être satisfait. Et pour ce que nous voyons, il n'a pas été satisfait. Voilà. Et surtout qu'il y a eu mort d'homme, nous ne pouvons que compatir à sa douleur. C'est l'une des premières actions d'ailleurs que nous avons posées. Quand nous avons vu la vidéo, nous sommes rentrés en contact avec M. Moreau pour lui apporter toute notre compassion. Par l'émotion, nous avons essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et je voudrais ici vraiment rassurer la communauté nationale
que mon objectif n'est pas de dire que le CHU a raison et que M. Moreau a tort. C'est juste pour dire les faits. Exactement, voilà. Allez-y. Racontez-nous les faits, s'il vous plaît. Voilà, M. Moreau a accompagné son épouse le 8 avril 2018 au CHU de Cocody, après être passé dans un centre de santé communautaire. Et le diagnostic posé à ce niveau était une grossesse évolutive d'environ 26 semaines. Et l'indication de cerclage avait été posée au niveau de cette clinique, ou de ce centre communautaire plutôt. Le diagnostic posé à 20h, avec des douleurs certainement qui avaient commencé dans l'après-midi, M. Moreau est arrivé à 22h12 au niveau du CHU de Cocody. C'était trop tard? Je ne dis pas que c'était trop tard, mais je mets l'accent sur les délais. C'est cela. Voilà, parce que les délais sont importants dans la prise en charge, surtout que Mme Moreau n'était pas à son premier accouchement. Quand il s'agit d'une primipare, le processus d'accouchement est plus long. Et quand il s'agit d'une femme qui a déjà eu des enfants, le processus d'accouchement peut être plus rapide. Et d'ailleurs, à la maternité au CSUCOM d'Akwedo, il avait déjà été constaté l'ouverture du col à 2 doigts, qui était perméable à 2 doigts. Donc M. Moreau arrive avec son épouse à 22h12 au CHU de Cocody. La prise en charge est faite. D'ailleurs, dans sa vidéo, M. Moreau dit que c'est son épouse qui l'a joint au téléphone pour lui dire « on m'a placé un ballon ». Cela signifie que dès qu'ils arrivent aux urgences, la prise en charge est immédiate, puisqu'il reçoit, n'est-ce pas, un ballon, donc une perfusion, sans pour autant qu'on ait fait une ordonnance, il ne le dit pas. Donc c'est une réalité au CHU de Cocody. Quand vous arrivez aux urgences, la prise en charge est immédiate. Les questions de paiement viennent après. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces éléments-là. En aucun cas, on demande de payer de l'argent avant de prendre en charge un malade? Surtout si les médicaments sont disponibles. Quand les médicaments sont disponibles aux urgences du CHU de Cocody, le principe qui prévaut, c'est le post-paiement. Prise en charge immédiate et paiement après soin. C'est un principe qui est consacré aujourd'hui par un décret qui a été signé en 2019, mais que nous avons commencé dès 2017 au CHU de Cocody. Donc, prise en charge aux alentours de 22h12. M. Moreau est informé de la situation de son épouse avec une dilatation assez importante. Donc, le col était largement ouvert. Ce qui rendait impossible le cerclage. Parce que justement, M. Moreau était venu dans un souci de conserver sa grossesse. Le médecin de garde lui a signifié la situation. Mais évidemment, nous assistons aujourd'hui à une réalité dans nos hôpitaux, c'est qu'il n'est pas rare de voir des usagers remettre en cause ou douter du diagnostic fait par les soignants. Pourquoi, selon vous? Je vous dis que le contexte ambiant s'y prête. Voilà, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Peut-être aussi que le corps médical n'est pas suffisamment rassurant. Je ne dirais pas. Suffisamment pédagogue, qui n'explique pas bien les choses. Peut-être, il peut s'agir d'un déficit de communication. Mais je veux dire que l'ambiance dans les réseaux sociaux, ce qui se dit, et le sentiment de la population, il faut être clair. La population n'est pas forcément rassurée quand elle arrive à l'hôpital. Et cette population se trouve souvent même dans une position défensive. Et donc, M. Moreau a eu du mal à accepter le diagnostic. Il faut rapprocher cela à sa volonté, et ça, il a affirmé, d'avoir ses enfants. Non satisfait du diagnostic, n'est-ce pas, fait par l'agent de soins qui était là, donc le médecin, il a eu recours à un ami, il le dit clairement, qui serait du corps médical. Et cet ami a conclu au même diagnostic, en lui disant « sois fort, accepte le diagnostic ». Je constate qu'il s'agit d'un père qui voulait à tout prix ses enfants et qui se trouvait dans une situation, je vais dire, de déni, qui est une situation de défense, de refus de la réalité. Peut-être qu'il aurait fallu, moi je suis d'accord, à ce niveau, que nous usions plus de tact, de psychologie pour l'accompagner. Mais encore là, il faut regarder les conditions dans lesquelles le personnel travaille. Voilà. Le CHU de Cocody, au niveau des urgences, c'est entre 50 et 60, voire plus, entrées par jour. Et quand vous constatez que chaque parent est accompagné en moyenne de 5 ou 6 personnes, et ces 6 personnes ou ces 5 personnes veulent l'information et veulent avoir l'information en même temps, comment assurer cette communication et faire la prise en charge physique
qui est en fait l'objet. Cette abondance de ce que vous dites, c'est que cette abondance de personnes qui accompagnent les patients peut irriter le personnel médical ou rendre certains hostiles, parce que dans le récit de M. Moreau, il y aurait eu l'un de vos agents, une sage-femme en l'occurrence, qui lui aurait jeté à la figure. L'un de vos enfants, de toute façon, est mort, le deuxième va mourir bientôt et on verra. D'accord. C'est cela? Bon, je ne dirais pas que c'est cela. Je vais revenir sur la suite des événements. D'accord, très bien. Donc, situation de déni du diagnostic, demande confirmation à son ami qui serait du corps médical, qui aboutit à la même conclusion. Et entre-temps, M. Moreau, selon son récit, a l'occasion d'assister à la sortie du premier enfant, qui, selon lui, serait bien formé. Mais il faut comprendre en fait qu'un enfant à 26 semaines, qui sort avec 26 semaines améliorées, a des déficiences en fait. Une immaturité pulmonaire surtout. Une incapacité à réguler sa température corporelle. C'est pour ça que les couveuses existent, non? Tout à fait. C'est pour cela que les couveuses existent. Et donc, il s'agit d'un gros prématuré. L'idéal aurait été que nous puissions retarder la venue. C'est d'ailleurs le motif d'évacuation. Mais au moment où il arrive, le col est largement ouvert et donc il s'agit là d'un accouchement inévitable, mais prématuré. Donc nous avons été contraints de laisser les enfants venir, bien que conscients, n'est-ce pas, de leur immaturité, donc de leur prise en charge et du pronostic qui était très réservé. Ça a été expliqué, les enfants sont arrivés, les enfants ont été immédiatement, n'est-ce pas, conduits au niveau de la salle d'accouchement, où nous avons une pouponnière pour assurer la prise en charge des nouveau-nés. Bon, M. Moreau, encore impatient, parce que notre procédure, les sages-femmes de la salle d'accouchement doivent rentrer en contact avec un pédiatre à l'effet d'être assistés dans la prise en charge de ces nouveau-nés. Malheureusement, ce jour-là, les pédiatres, selon le rapport préliminaire que nous avons reçu, étaient en salle de soins. Parce que nous avons une salle de soins de néonatologie au niveau du 5e étage. M. Moreau lui-même, dans son état, est rentré dans la salle de soins. C'est un bloc, c'est comme un bloc opératoire. On ne peut pas rentrer dans ce bloc sans une précaution minimum. Est-ce que vous comprenez l'impatience et, j'ai envie de dire... la volonté de garder du père, ses enfants, justement, là, de garder son enfant. On le comprend aisément. Ce qui l'a poussé à faire cela. Ce qui l'a poussé à faire cela, il est rentré sans aucune précaution minimale au niveau de la salle. Ce que les médecins ont dû lui faire, lui faire remarquer, mais les médecins ont désigné l'un de leurs pour l'accompagner jusqu'en salle d'accouchement, pour la prise en charge éventuelle de ces nouveau-nés. Mais compte tenu du contexte médical difficile, nous n'avons pas pu conserver les nouveau-nés qui étaient arrivés. Voilà. Donc l'idéal aurait été que nous puissions permettre à ces enfants d'évoluer dans un environnement naturel, c'est-à-dire maintenir la grossesse jusqu'à terme, sinon au-delà de 28 semaines et plus. Alors, est-ce que si on avait des couveuses disponibles, les enfants seraient restés en vie? En général, c'est la question qui revient. Vous voyez, nous avons des couveuses. Et la problématique, pour moi, ne devait pas se limiter aux questions de moyens. Vous avez 100 couveuses. Le 101e bébé n'a pas de couveuse. On est bien d'accord. Donc toutes les couveuses étaient occupées ce jour-là. Voilà. Si vous avez 100 couveuses occupées, le 101e bébé n'aura pas de couveuse. Voilà. Mais ce qui existe, c'est que nous avons une procédure de réévacuation des nouveau-nés quand nous sommes dans ce genre de situation. Nous sommes en lien avec les autres hôpitaux, notamment les autres CHU. Donc nous voyons la disponibilité au niveau de ces CHU. Nous arrivons même souvent à évacuer dans des centres qui sont ailleurs, à Niamey, Tabou. Et nous nous occupons justement de cette réévacuation en lien avec les parents. Il arrive souvent que ces centres publics sont aussi dans une capacité limitée. C'était le cas dans le cadre des enfants Moreau? Dans le cas des enfants Moreau, nous n'avons pas eu le temps parce qu'ils avaient besoin de réanimation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils sont nés avec un score Apgar, je veux dire, de mauvaise qualité. Parce que le score Apgar permet à la sage-femme d'apprécier la vitalité et la viabilité de l'enfant. Un score en dessous de 5 est déjà péjoratif. Et les enfants de Moreau, sans vouloir trahir un secret médical, étaient en dessous de 3. Voilà. Et donc, tout ce contexte médical rendait difficile la survie des enfants. Mais
des choses ont été tentées. Soit dit en passant, et je dis et je répète, ma volonté n'est pas de disculper le personnel de soins. D'ailleurs, une enquête est en cours, menée par l'inspection générale de la santé, sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle. Les responsabilités seront situées. S'il y a eu erreur, s'il y a eu écart de langage, des mesures seront prises. Alors, M. Moreau, ce qui lui fait mal, entre autres choses, il dénonce une négligence dans ce service dans lequel il s'est rendu. Est-ce que vous avez cette impression, vous qui dirigez cet établissement sanitaire, est-ce que vous avez l'impression que certains d'entre vos agents font preuve de négligence, de désinvolture même souvent à l'endroit, à l'égard des patients? Ben écoutez, ça serait fort, parce qu'il ne s'agit pas de mon impression à moi. Je suis tenu de... Est-ce que vous avez des retours, hein? Oui, les retours comme ceux de M. Moreau. C'est ce que je dis. M. Moreau est un usager insatisfait. Donc nous devons intégrer ses préoccupations. Nous devons voir ce qui n'a pas marché, situer les responsabilités et puis faire en sorte que ce genre de situation ne se répète plus. Mais il faut aussi dire ce qui est, les conditions de prise en charge, ce qui a été fait. Voilà, donc c'est le but de notre présence aujourd'hui. Nous n'avons pas envie de dire que M. Moreau a tort, mais nous avons juste envie de dire ce qui s'est passé. La prise en charge s'est faite dans des conditions difficiles. Il s'agissait de nouveau-nés dans une situation, dans un contexte médical défavorable. Est-ce que vous réalisez que dans la mémoire collective ivoirienne aujourd'hui, les Ivoiriens se disent au sein du CHU de Cocody, certains agents manquent de professionnalisme. Est-ce que vous faites une sorte de mea culpa et quelles leçons tirez-vous de cet événement malheureux? Bon, passer les émotions, passer les commentaires, nous sommes dans une nécessaire remise en cause. Et cette nécessaire remise en cause a commencé depuis, disons, 2017, juste après que nous sommes arrivés au CHU. Nous avons fait ce qu'on appelle en fait notre baromètre éthique, dans le processus d'élaboration de notre charte éthique. Il s'agit pour nous de nous remettre en cause et de tenir compte justement de ce qui est dit, du ressenti des populations. Nous avons pu, dans cette démarche justement d'établissement du baromètre éthique, identifier près de 20 anti-valeurs ou non-valeurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites, mais qui ne devraient pas. Et nous en sommes conscients. Donc, face à ce constat des anti-valeurs, nous nous sommes engagés sur 11 valeurs essentielles, qui passent du professionnalisme, de la courtoisie, du respect de la déontologie. Du respect du secret médical? Non, du respect de la dignité du patient. Donc nous avons 11 valeurs essentiellement, et la 12e, c'est un engagement de l'administration à reconnaître le mérite de nos agents. Parce que, figurez-vous, du travail est abattu. Et ce processus a abouti à l'élaboration de ce qu'on appelle la charte éthique. Et la charte éthique est conduite, n'est-ce pas, par un comité éthique qui veille au respect de la charte éthique. Donc, qui prend des sanctions, qui a déjà pris des sanctions contre des agents, histoire de dissuader les éventuels contrevenants dans le futur? Oui, en fait, ce que je voudrais dire, la démarche éthique n'est pas une démarche orientée a priori sur la sanction. C'est une démarche orientée vers la sensibilisation. La prise de conscience, parce qu'il s'agit d'un contrôle interne. L'agent s'engage librement à être éthique. Donc on compte, n'est-ce pas, sur sa conscience, sur sa voix intérieure pour faire ce qu'il faut faire. Ceci étant dit, le comité éthique est en mesure de faire des enquêtes. Et s'il y a des preuves qu'il y a eu un écart qui pourrait être non éthique, des sanctions alors pourraient être prises. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes souvent en sous-effectif? Oui, ça peut arriver que nous soyons en sous-effectif. Vu l'importante fréquentation du CHU? Oui, ça peut arriver. Écoutez, ça peut arriver parce qu'aujourd'hui, nous avons un volume d'activité qui est très élevé. Je vous ai dit, c'est tantôt, au niveau de la salle d'accouchement, c'est une 50aine d'entrées par jour. Ce qui constitue près de 8000 accouchements par an. Mais malheureusement, on ne tient pas compte du train qui arrive à l'heure. Ce sont les trains qui arrivent en retard, qui font beaucoup de bruit. Voilà. Bon, je ne veux même pas revenir sur les taux de décès, parce qu'il y a des décès. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décès. Bon, si cet idéal est possible, nous pouvons espérer cela. Mais c'est difficile. Donc même un mort, ça cause des problèmes.
Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Mais au-delà de ces faits, beaucoup d'actions positives sont posées. Des vies sont sauvées. Des femmes accouchent sans problème au CHU de Cocody. Donc je voudrais ici vraiment rassurer la population de continuer de nous faire confiance. Alors aujourd'hui, dans la tête des Ivoiriens, ils se disent le problème dans nos hôpitaux, pas singulièrement le CHU de Cocody, c'est l'accueil, parce que quand on est bien accueilli, on a de la disposition psychologique pour recouvrer la santé. Est-ce que vous marquez un point d'honneur au niveau de l'accueil dans votre centre hospitalier? Tout à fait, je suis d'accord avec vous que l'accueil est essentiel, est fondamental. On reproche à certains agents d'être irrévérencieux, malpolis souvent. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou méprisant même. Méprisant, oui, ça peut arriver. Nous attachons du prix à la qualité de l'accueil. Voilà, et je voudrais vous rassurer, nous avons, dans une démarche qualité, nous sommes engagés dans un processus qualité, nous avons même été primés en 2018, premier au prix ivoirien de la qualité, qui est un prix qui concerne plusieurs entreprises, pas forcément du secteur de la santé, mais nous avons participé à ce prix justement à l'effet de maîtriser nos processus. Et le processus de l'accueil est un processus clé. Voilà. Mais il peut arriver des écarts. Cela suppose que nous comptions sur le comité éthique et puis nous comptons surtout sur la collaboration des usagers. Parce qu'une chose est de laisser la situation se faire, le drame arrive éventuellement, et nous découvrons cela, comme toute la population, dans les réseaux sociaux. Alors que nous avons des dispositifs, la garde administrative se fait 24 heures sur 24, avec la possibilité de toucher l'administration, à l'effet d'être accompagné, même pendant que la crise se déroule, pour pouvoir minimiser un tant soit peu les déficits de communication ou la qualité relationnelle avec les soignants, en tenant compte de la pression dans laquelle, justement, ce personnel travaille souvent. La semaine dernière, sur l'un de nos plateaux, un président d'une plateforme d'organisation de défense des droits des consommateurs avançait que le budget alloué au CHU de Cocody était de 10 milliards de francs CFA, avec un peu plus de 110% pour les charges. Vous confirmez? Bon, nous avons un budget un peu moins que 10 milliards, mais effectivement, la masse salariale est importante. Nous sommes effectivement autour de 70% de masse salariale. Donc vous n'avez même pas l'occasion de faire des investissements ou de l'argent, une enveloppe pour la réhabilitation des installations? Mais pourtant, des investissements se font. Il y a le budget du CHU de Cocody, mais il y a d'autres programmes d'investissement qui nous accompagnent. Voilà. Mais avec ce budget qui ne permet pas à notre niveau directement, n'est-ce pas, au CHU de faire des investissements, nous avons pu quand même réaliser un PEH, c'est-à-dire le projet d'établissement hospitalier qui était valorisé à 7 milliards. À l'évaluation en 2020, nous étions à plus de 50% de réalisation. Donc, ça dit plus de 3 milliards d'investissements au niveau du CHU de Cocody. Et ces investissements sont réalisés, en fait, par des programmes qui sont à l'extérieur, qui sont au niveau central, mais qui nous accompagnent. Le CHU de Cocody que vous dirigez est très souvent accablé. Comment vous vivez ces récriminations? Je dirais pas bien. Pas bien. Nous sommes souvent choqués. Et quand j'écoute mon personnel, il y a un sentiment d'injustice parce que beaucoup d'entre eux se tuent à la tâche, sont présents. Beaucoup d'entre eux sont là parce que c'est une vocation pour eux. C'est même un sacerdoce. Ils veulent sauver des vies. Et qu'en retour, comme j'ai dit tantôt, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. C'est ceux qui sont en retard, qui font beaucoup de bruit. Ce personnel de soins, de santé, a le sentiment d'injustice souvent. Hein, ils sont cloués au pilori, jetés à l'autodafé, alors que bon nombre d'entre eux sont au travail et ils font bien leur boulot. Passer cette émotion, passer ce choc, nous nous disons que, écoutez, tout ce qui se raconte, tout ne peut pas être faux. Il faut une nécessaire remise en cause. Et c'est ce que nous avons entamé justement avec le processus d'élaboration de notre charte éthique. Maintenant, je sais que c'est un défi pour nous. Il faut que ce comité éthique vive et puisse donner des résultats. Que nous puissions rassurer la population que nous sommes engagés justement pour accomplir notre mission de la façon la plus efficace possible. Parlons maintenant du plateau technique du CHU de Cocody. Il est dans quel état? Le plateau technique du CHU de Cocody a besoin d'être amélioré parce que nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue. Vous disposez de combien de scanners? Nous avons un scanner. Fonctionnel? Le scanner est en panne actuellement.
Voilà, parce que justement, ça peut arriver. Mais je vous confie que nous sommes dans un processus d'acquisition d'un deuxième scanner spécifiquement pour les urgences. Disponible bientôt? Disponible bientôt, dans une approche PPP ou de leasing. Et d'ailleurs, le premier scanner a été obtenu de la sorte. Voilà, donc, besoin d'infrastructures, besoin d'équipements. Mais j'ai discuté une fois avec mon chef de service du laboratoire, parce qu'avant que nous arrivions au CHU de Cocody, nous avions un laboratoire privé pour faire nos examens. Et aujourd'hui, nous avons un laboratoire pleinement intégré au niveau du CHU de Cocody. Donc, nous sommes capables aujourd'hui de faire des examens de laboratoire. Et ce chef de service me disait, Monsieur le directeur, nous sommes fiers d'avoir ce laboratoire et nous avons un plateau technique, n'est-ce pas, qui défie tout laboratoire à Abidjan. On ne parle même pas du public et même du privé. Voilà. Je peux vous citer ce que nous avons. Voilà, nous avons... Succinctement? Oui, nous avons des appareils comme le Coba 6000, qui est digne des plus grands hôpitaux. Nous avons des plateformes justement pour l'immunologie, pour faire l'ensemble des examens dont nous avons besoin en immunologie. Voilà, donc beaucoup de choses existent au CHU de Cocody. Maintenant, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. Il faut toujours remettre à niveau le plateau technique. Ce qui est vrai hier, la science évoluant, il faut se mettre à niveau. Alors, il se dit que beaucoup d'entre les dirigeants d'établissements sanitaires ne se font pas soigner eux-mêmes dans ces établissements sanitaires. C'est le cas pour vous? Non, ce n'est pas le cas pour moi. Je pense que j'ai eu Pour vous et d'autres médecins, professeurs qui exercent au CHU de Cocody, est-ce que vous-même, vous faites soigner là-bas? Je me fais soigner moi-même au CHU. Hein, j'ai même déjà été interne aux urgences. Parce que j'ai eu une crise, je fais confiance à mon personnel. Voilà, ils m'ont bien pris en charge ce jour-là d'ailleurs. Et mes enfants vont au CHU. Voilà, mes enfants vont au CHU. Et ça me permet d'ailleurs moi-même de tester mon dispositif en place. Bien sûr. Alors, pour terminer, avant de passer aux questions de nos internautes, si on vous demandait votre bilan de vos 5 années à la tête du CHU de Cocody, c'est quoi les grandes lignes de ce bilan? Bon, c'est déjà au niveau du management des activités médico-techniques, l'ouverture des urgences. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que l'affaire Awa Fatiga est survenue juste avant nous, en 2014, et nous sommes arrivés pratiquement, notre première année de gestion, c'est 2016. Voilà. Mais nous nous sommes inspirés justement de l'affaire Awa Fatiga. L'affaire Awa Fatiga s'est déroulée aux urgences. Et les urgences ont été fermées et réhabilitées, et l'ouverture s'est faite en 2016. À l'ouverture de ces urgences, nous avons pris des décisions fortes. La décision du post-paiement. Soigner d'abord n'importe quel patient qui arrive, accompagné ou non, et ensuite, voir les questions financières. Ensuite, nous avons mis en place ce que nous appelons le chariot d'extrême urgence. C'est le minimum qu'il faut à disposition du corps médical pour poser le geste qui sauve. C'est d'ailleurs l'exemple de Moreau, qui a eu au téléphone sa femme, on m'a mis une perfusion. Donc le minimum doit être disponible pour permettre au personnel soignant de ne pas tendre une ordonnance de première abord. Et c'est ce qui se passe. Les activités chirurgicales étaient à l'arrêt. Donc aujourd'hui, nous avons 13 salles opératoires bien équipées. Maintenant, nous avons quelques difficultés à les faire fonctionner pour des questions de ressources humaines. Il faut aussi citer au niveau du management des ressources financières et budgétaires, nous avons fait des économies au niveau de certains postes de dépenses parce qu'il faut optimiser la dépense et augmenter notre capacité de recouvrement. Ce qui fait qu'un poste de dépense comme l'oxygène a été drastiquement revu. Avant 2017-2018, nous étions acheteurs d'oxygène avec tout ce qu'il y a comme risque de rupture, avec tout ce qu'il y a comme déficit budgétaire. Aujourd'hui, nous produisons l'oxygène. Donc, nous ne payons plus l'oxygène, nous produisons l'oxygène. Et donc, ce sont ces démarches-là que nous avons pu mener. Et au point de vue des infrastructures, des efforts continuent d'être faits. Très bien. Alors, est-il vrai, vous me direz oui ou non, est-il vrai que certains praticiens donc, de la médecine, certains médecins, quand les patients se rendent au CHU de Cocody, ils les réorientent vers des cliniques privées? C'est quelque chose que les Ivoiriens reprochent également au CHU.
aux hôpitaux publics. J'entends cela, mais en même temps, je voudrais être franc avec vous. Tout le monde s'accommode avec ce fait-là. Nous avons aujourd'hui près de 2000 structures privées pour 2000 structures publiques. Mais le personnel des structures privées, bon, quand on interroge les dirigeants des structures privées, ils n'ont peut-être pas la capacité de recruter, compte tenu des charges, tout ça, je peux comprendre. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le personnel du privé vient du public. Et le secteur de la santé, c'est le seul secteur où on permet, c'est-à-dire le secteur de l'emploi, où on permet à un personnel de travailler pour deux concurrents. Vous travaillez, vous, Ali, à NCI, vous avez un contrat avec NCI, vous êtes embauché pour travailler du lundi au vendredi. Si vos employeurs constatent que samedi, dimanche, vous êtes sur une chaîne concurrente, sans leur avis, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc dans le secteur de la santé, c'est permis. Mais justement, on constate tous que c'est permis. On constate tous que c'est permis. Voilà. Donc il faut arriver à un moment donné, comme la loi portant réforme hospitalière l'indique, il faut réglementer cela. Très bien. À présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. La première question avec le concours de la réalisation nous vient de Philippe Caménan qui dit « Pourquoi tous les grands scandales sont-ils toujours enregistrés au CHU de Cocody? Ce CHU a-t-il plus de problèmes que les autres ?» Vous avez déjà répondu, mais succinctement. Oui, en fait, le niveau d'activité est très élevé et peut-être aussi que nous avons une attractivité qui n'est pas négligeable. Hein, nous sommes faciles d'accès. Figurez-vous que nous recevons des patients au-delà de notre zone d'action, voilà, qui viennent même de l'intérieur et tout ça. Cela peut-être est lié à notre attractivité. Très bien. La prochaine question, on poursuit. Fatoumata Mirasila nous dit, avec toutes les plaintes des usagers à l'encontre de vos agents, quelles sanctions avez-vous pris contre eux? Quelles solutions pour une prise en charge décente des malades? Oui, des sanctions, nous avons déjà eu à prendre des sanctions. Encore, il faudrait-il que nous puissions en faire la preuve. J'ai dit tantôt qu'une inspection est en cours pour le Camorro. Mais nous avons eu déjà à prendre des sanctions pour un médecin pour qui nous avons pu faire la preuve d'un trafic ou d'une transaction financière illicite. Le médecin a été purement et simplement radié avec l'appui du chef de service justement de la gynéco. Très bien. On poursuit avec les questions au pas de course. Quels sont les recours pour des patients ou parents de malades en cas d'erreur médicale? Roger Oscar. Oui, les recours aujourd'hui, c'est dommage que le seul recours aujourd'hui, parce que quand on dit erreur médicale, c'est un sentiment d'erreur médicale. Encore, faudrait-il prouver qu'il y a erreur médicale. Mais le seul sentiment d'erreur médicale aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que ce n'est pas le bon recours. Voilà, parce que ça contribue à approfondir le gap et le manque de confiance entre une communauté et son hôpital. Pourtant, pour avoir un bon hôpital, un hôpital efficace, il faut certes de bons médecins, mais il faut aussi des patients collaboratifs, des patients partenaires, qui s'inscrivent dans une logique constructive pour changer les choses. Donc dénoncer et permettre à l'administration éventuellement de prendre des décisions. Très bien. La prochaine question nous dit pourquoi sur 7 ascenseurs, il n'y a qu'un seul qui fonctionne. Une question de Salifou. Les ascenseurs sont en réhabilitation. Le CHU de Cocody date de 50 ans. La dernière réhabilitation faite, c'est en 98, donc ça fait près de 26 ans. Les ascenseurs ont une durée de vie. Malheureusement, la Côte d'Ivoire ne fabrique pas d'ascenseurs. Nous avons 2 ascenseurs qui sont actuellement au port, 2 nouveaux ascenseurs. Un plan de changement des ascenseurs est prévu. Jusqu'en 2022, nous aurons les 7 ascenseurs revus et réparés. Très bien, voilà qui est précis. On vous rappellera en 2022, dans un autre sans réserve, pour faire le contrôle. Aucun souci. Prochaine question, pourquoi la grande pharmacie du CHU n'arrive-t-elle pas à satisfaire les besoins des patients? Niamke Jean-François. N'arrive pas à satisfaire les besoins des patients. C'est vrai, nous avons des problèmes de disponibilité du médicament. Et d'ailleurs, le circuit du médicament est un enjeu pour nous. Voilà, nous devons arriver à faire en sorte que nous puissions avoir 100% de disponibilité. Et nous y travaillons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à 100% de disponibilité. Nous avons effectivement des ruptures. Mais nous sommes en train de travailler justement sur cette question du médicament. Est-ce que vous avez déjà dû faire face à des cas de détournement ou de vol de médicaments?
Oui, bon, je ne vais pas vous cacher, nous avons fait une inspection où nous avons constaté que la gestion du médicament n'était pas aussi rigoureuse que cela. Et des mesures ont été prises, des agents ont été purement et simplement, je ne dirais pas renvoyés parce que ce sont des fonctionnaires, mais il y a eu des mesures conservatoires. Et aujourd'hui, nous sommes dans une pleine réforme pour faire en sorte justement que ce cas-là ou ces genres de situations ne se répètent plus. Très bien. La toute dernière question d'internaute nous vient de Fian, Marc-Hervé Cassi, qui dit « Pourquoi le scanner est toujours en panne au CHU de Cocody et pourtant les malades paient pour leurs différents examens ?» La problématique de la maintenance est une problématique essentielle. Voilà. Et nous avons quelques difficultés justement à assurer la maintenance de façon globale de tous nos équipements. Il faudrait peut-être, au niveau de la réforme hospitalière, et ça, nous militons pour cela, un régime particulier, un régime financier et comptable particulier pour les hôpitaux. Parce que quand nous regardons les statistiques, nous sommes à même justement de faire face à nos charges. Mais notre capacité de recouvrement, parce que justement l'un des défis, nous devons être capables de mettre en place un système d'information qui assure la fiabilité de notre système comptable pour que justement nous puissions être à même de recouvrer et faire face à nos charges. Figurez-vous que les CHU devraient pouvoir être capables de recouvrer au moins 60% de part de leur budget. Et aujourd'hui, nous en sommes loin parce que nous devons faire des investissements justement dans l'informatisation de notre réseau, dans l'informatisation de nos process, et nous y travaillons. Très bien. Toute dernière question, est-ce qu'il existe des formations continues pour vos agents? Oui, c'est une exigence d'ailleurs. C'est une exigence de la réforme. Cette formation continue existait, mais elle sera encore davantage renforcée parce qu'elle devient obligatoire. Nous devons faire des plans de formation pour tous nos agents, pour les mettre à niveau, et puis éventuellement pour pousser leur capacité opérationnelle au plus haut niveau, pour servir un peu mieux la population. Très bien. Diosoufo Meïté, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à nos questions sans réserve? Oui, j'ai répondu à vos questions sans réserve. J'espère aussi avoir contribué à rassurer la population, parce que c'était cela mon objectif. C'était de dire, faites confiance à vos institutions. Vous arrivez au CHU, nous sommes dans une démarche collaborative. Nous avons besoin de vos avis pour améliorer le service au CHU de façon générale. Nos CHU seront ce que chacun de nous voudrons qu'ils soient. Très bien. Merci infiniment, M. Diosoufo Meïté. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CHU de Cocody. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ici que se referme ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci.